Je suis Blandine Savetier, je suis metteur en scène et artiste associée au Théâtre National de Strasbourg. Et le spectacle que je viens de créer s'appelle Nous entrerons dans la carrière et il se joue au Théâtre National de Strasbourg jusqu'au 9 octobre. Alors la pièce parle de la Révolution française. C'est un point de vue qui vient d'ailleurs, puisque on aborde la Révolution française par le biais des Caraïbes et notamment des colonies. Du coup, c'est aborder la Révolution française par l'abolition de l'esclavage en 1794 et son rétablissement en 1802 par Napoléon. C'est assez rare en fait que l'on parle de la Révolution française par le biais des colonies. Et aussi, je traverse la Révolution française en faisant parler non pas les vainqueurs, mais aussi les vaincus. Et je donne aussi la place aux femmes qui ont été les grandes oubliées de cette Révolution française. Et puis notamment aux Jacobins noirs. Et c'est très rare que l'on parle de ce qui s'est passé dans les Caraïbes et comment, en fait, dans les colonies, il y a eu beaucoup d'esclaves qui n'étaient pas forcément encore affranchis, mais même des esclaves affranchis qui se sont battus pour la création de la Première République française. C'est une adaptation du siècle des Lumières d'Aléro Carpentier, donc ça commence à Cuba, parce que le roman commence à Cuba. C'est une bande de jeunes gens plutôt de classe moyenne, voire bourgeoise, qui sont complètement galvanisés par l'esprit des Lumières et les idéaux des Lumières. Et donc, voilà, ils connaissent Voltaire, ils ont lu Rousseau, ils ont lu Diderot, Montesquieu, ils savent pertinemment ce qui se passe à Paris. Ils arrivent à attraper les discours de Danton et de Robespierre. Et tout à coup, quand ils sont un soir chez eux, il y a ce révolutionnaire qui s'appelle Victor Hugues et Auger, qui est donc un métis qui arrive. Et donc, il vient amener les idéaux révolutionnaires. En fait, ils veulent répandre la révolution, donc il vient les convertir. Et eux, ils sont déjà prêts à être convertis. C'est quand même des gens qui se battaient pour un élan égalitaire et universaliste et humaniste. Et la première abolition de l'esclavage en 1794, c'est pas rien, parce qu'à l'époque, on sait très bien que financièrement, le fait d'abolir l'esclavage, c'était une économie, ça représentait 30% de l'économie de la France, les colonies. Enfin, le fait d'avoir eu cette volonté humaniste et politique, c'était un vrai acte, dans le sens où ils savaient très bien que ça allait mener à des révoltes. Au diable toutes les frontières qui nous tenaient désunis. Foutre, il n'est point de barrière sur la terre des amis. Pourquoi je traite, que c'était pour moi important de parler des femmes, parce que les femmes ont été, on pourrait dire, les grandes oubliées des révolutionnaires. Alors que les femmes ont été très actives dans la Révolution française, et notamment dès 1789, puisqu'on sait que ce sont les femmes qui sont allées à Versailles chercher le roi et qui l'ont ramené à Paris. Et ce qui était intéressant, c'est que souvent, je trouve qu'on cite toujours les mêmes femmes révolutionnaires, qui sont souvent en fait les femmes, je dirais, de milieu soit aristocratique, soit bourgeoise. Et là, pour moi, c'était aussi important de faire parler et de faire entendre des femmes du peuple qui ont eu des rôles vraiment essentiels et dont on ne parle pas. Donc, par exemple, à la Convention, il y a un discours de Pauline Léon. Pauline Léon était d'ailleurs fille de pâtissier et elle venait de Bretagne. Et Claire Lacombe était une actrice. Et elle ne venait pas du tout d'un milieu bourgeois. Et c'est vraiment des femmes qui ont été des révolutionnaires, qui voulaient prendre les armes. C'était des jacobines. Et elles demandaient l'égalité universelle, l'égalité entre les peuples, entre les classes, et du coup, entre les genres. Donc voilà. Et pour moi, c'était important de faire entendre les femmes parce que souvent, dans toutes les pièces que je vois sur la Révolution française, c'est-à-dire c'est tout le temps les mêmes, c'est les héros, Danton, Robespierre, etc. Ils n'ont pas été tout seuls. Et donc c'était pour moi important de faire parler, on va dire, les figures de l'ombre, les oubliés.
Moi aussi. Partons à Port-au-Prince, mon frère Vincent est en train de renverser les colons. Il y a un mouillage pas loin d'ici, et un bateau nous y attend. Il faut faire vite. La police est à nos trousses. Le parallèle entre la jeunesse, enfin les jeunes de la pièce et on pourrait dire les jeunes d'aujourd'hui, ou même c'est la question que je pense ce qui les raccroche à cette première République, qui avait le souffle d'un vrai élan égalitaire et d'un vrai élan humaniste, universaliste, à essayer d'abattre les privilèges et tenter une vraie égalité, que ce soit une égalité entre les races, entre les cultures. Donc c'est sûr il fallait beaucoup de courage. C'est ce qui fait qu'il y a toute une partie de la population qui les ont soutenus, mais certains se sont soulevés contre eux. Et les jeunes, je dirais la jeunesse actuelle, ou même les jeunes gens de notre pièce, ça c'est quelque chose qui leur a parlé au cœur. Et beaucoup se demandent et se demandaient maintenant pourquoi ce n'était pas enseigné dans notre histoire. Parce que pour eux, c'était une manière aussi de se réconcilier avec l'origine de la République, de la création de cette première République. Mais en même temps, on peut observer entre cette première République et les droits qui avaient été acquis et tout ce qu'on a perdu maintenant. C'est pas pour rien qu'il y a eu Black Lives Matter. Et Black Lives Matter, c'est pas que aux États-Unis. Enfin, justement, ça a résonné aussi ce mouvement de Black Lives Matter, en disant voilà, c'est pas terminé. Et d'ailleurs, dans la pièce, j'ai fait des parallèles dans la pièce, notamment grâce à des incursions vidéo où on voit les acteurs qui parlent au nom d'eux-mêmes, qui sont un peu des monologues intérieurs, et qui parlent, ça serait quoi pour eux la révolution, ou c'est quoi pour eux la révolution, comment ils entendent liberté, égalité, fraternité, comment la République, même le mot République leur parle à leur cœur. Est-ce que liberté, égalité sont des principes qui sont appliqués dans leur vie quotidienne, ou c'est simplement des mots, des slogans, et pour nous, enfin ça serait comme un beau vêtement, mais dessous il n'y a rien, quoi. C'est un squelette sans chair. Et à un moment donné, dans un des passages de la pièce, dans une des vidéos, Pauline qui dit à Souleymane, si tu n'es pas révolutionnaire à 20 ans, c'est que tu n'as pas de cœur. Et si tu es révolutionnaire encore à 50 ans, c'est que tu n'as pas de tête. Et après, il dit, c'est que j'ai pas de cœur. Elle dit non, c'est que tu es précoce. Et à la fin, Souleymane lui dit non, c'est pas une question d'âge. Et donc ils reprennent sur, au fond, à quoi ça sert la révolution. Et elle lui dit, mais être révolutionnaire, c'est toujours pouvoir ouvrir un futur. Et c'est très intéressant parce qu'elle parle aussi de la question de l'immobilisme, que au fond, quand tu as acquis ton petit confort, tu deviens tellement égoïste, etc. Et en ce moment, on n'est pas du tout dans un élan, on va dire, universel, humaniste, altruiste. C'est-à-dire que chacun essaie d'acquérir son petit bien, mais ne pense pas à l'esprit, on va dire, de la communauté humaine, de la communauté des vivants. C'est peut-être ça enfin, je dirais, moi, je trouve qu'il manque à notre société actuellement et à la jeunesse actuelle, c'est le souffle d'être ensemble. Ils en ont envie, mais ils sont, j'allais dire, enfin, il y a quelque chose qui est coupé entre les générations, et eux-mêmes, ils sont face à un monde adulte qui ne les écoute pas quelque part. Pour dire que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. On a traité de primitifs des peuples sobres qui avaient appris à préserver la nature. Pourquoi je te dis pas « Je t'aime, papa » ? Comment on passe, on pourrait dire de l'état de l'enfance, même de l'idéal de l'enfance, comment on idéalise la figure paternelle, et donc la figure du pouvoir, et comment cette figure se lézarde en fait quand on grandit, que ça entraîne une révolution interne. Ben d'ailleurs, on pourrait dire c'est le phénomène de vivre, c'est la question du vivant, ça. C'est comment justement on est toujours dans l'état de mutation et de changement. Oui, ça j'ai eu envie de le mettre en scène, et en plus de ça,
il y avait aussi la question que dans le roman, ils abattent la figure du père. Et après, plus loin, les révolutionnaires vont abattre la figure patriarcale qui est la figure du roi. Et ça, c'est hyper intéressant d'interroger le fait qu'on n'arrive pas à être des êtres adultes responsables, grands. On veut toujours quelqu'un pour nous gouverner. C'est beaucoup plus facile de rester à l'état d'enfance que d'être dans la responsabilité. On préfère toujours plus être coupable que responsable, n'est-ce pas? Parce que coupable, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de notre tête, quoi. Donc, dans la pièce, il y a cette question-là. Il y a la question d'abattre le père, d'abattre le roi, d'abattre Dieu. De même, la question, par exemple, on n'a pas vraiment abordé, mais la question du vivant. La question de la crise écologique, elle est plus ou moins abordée dans le roman. C'est pour ça, moi, ce roman, je l'ai adoré parce que je trouvais qu'il dépeignait la crise dans laquelle on est. Parce qu'on est dans une crise actuelle qui est une crise écologique, crise démocratique, crise identitaire, crise sociale, crise économique. Et je pense que, par exemple, moi, nos acteurs et les jeunes, quand vous me parliez de la crise de la jeunesse, mais les jeunes actuellement, ils ont une grande conscience qu'on est dans une démocratie, on va dire, qui est en train de tomber, et dans une république, on pourrait dire, déficitaire. On est en train de retourner en arrière, on revient à des questions identitaires, à des questions raciales, à des questions où les privilèges et les écarts entre les riches et les pauvres augmentent, mais surtout aussi, ils sont très alertes sur la question écologique. Ils se rendent bien compte que l'humanisme occidental qu'on a prôné a été un humanisme où on a tué, piétiné des cultures parce que soi-disant on était avancé, et on a tué la question. On était plus, mais comme le dit Lévi-Strauss, et j'ai pris une partie d'un interview de Lévi-Strauss pour le mettre dans la pièce, c'est qu'on a privilégié, en tout cas l'humanisme occidental a privilégié la question de l'être pensant plutôt que de l'être vivant. Et je pense que la crise actuelle est en train de nous dire qu'il nous faut repenser l'être humain comme un être vivant, et un être humain vivant dans la nature. Et ça, je pense que c'est en train d'être re-questionné, et la jeunesse actuelle a un autre regard. Et moi, je trouve d'ailleurs, c'est hyper intéressant dans mon équipe, parce que même la question, par exemple, d'être végétarien pour protéger la planète, chez eux, c'est un vrai acte et c'est une vraie conscience politique.